La lagune de Venise ouvre sur l'Adriatique par 3 couloirs étroits, le Lido, le Malamocco et la Chioggia. En hiver, au moment des grandes marées, les tempêtes et le vent soufflant du sud piègent la mer dans la lagune et un phénomène d'inondation brutale appelé l'aqua alta atteint toutes les îles et en particulier Venise qui peut être recouverte jusqu'à la place Saint-Marc et au-delà. Un gigantesque projet de construction de 78 digues flottantes est en cours, prévoyant de couvrir ainsi 1600 mètres en 4 tronçons avec d'énormes trappes pouvant se fermer ou s'ouvrir selon les caprices de la marée. Dès que le niveau d'alerte sera supérieur à 1,10 m, on fermera ces écluses amovibles pour protéger des marées exceptionnelles Venise et sa lagune. Ce sont ces digues en construction que nous longeons, croisant les bétonnières flottantes qui produisent et coulent le béton directement dans la mer. L'église Saint-Pierre-au-Château, ancien siège épiscopal jusqu'au XIXe siècle. C'était la chapelle privée des Doges avant son transfert à Saint-Marc. L'ancien port de construction navale de la Sérénissime. Les petites tours marquent les sorties des anciens quais. De nos jours, une partie du site sert aux réparations de la flottille de Venise. L'autre partie a été récupérée par les militaires. L'île aux cyprès, c'est San Michele qui sert de cimetière à Venise depuis l'époque de Napoléon. Et nous arrivons sur l'île de Murano. Murano, la capitale du verre vénitien, où on ne produit plus grand-chose maintenant, sauf des attractions pour les touristes. Le vieil ouvrier qui nous fait la démonstration de fabrication d'un vase en verre soufflé est âgé de 72 ans et il travaille là depuis 65 ans. Les différences de coloration du verre correspondent à des différences de température. Plus le rouge est sombre, moins il est chaud.
Pendant qu'il réchauffe le col du vase pour la finition, les voisins étirent des filaments de verre multicolores pour orner des branches de lustre. Et voilà, 65 ans de tour de main. Et pour finir, un cheval étiré en 5 minutes, qui se vendra 20 € dans la boutique d'à côté. Au passage, on nous avouera que les belles pièces de verre de Murano ainsi que les magnifiques perles de verre serties d'or ou de nacre ne sont pas produites ici. Et les pièces médiocres qui se retrouvent dans toutes les petites boutiques à touristes sont fabriquées carrément en Chine ou en Inde. Avant de repartir, un petit tour sur le quai et dans les petites ruelles. 3 pas et on se retrouve face à la mer. Murano est minuscule, mais on n'en verra pas plus. San Giacomo in Paludo est une île d'environ 12 km² et demi qui fut de 1046 à 1440 le siège du monastère dédié à Jacques de Zébédée, accueillant les vagabonds et les pénitents. Il fut successivement utilisé comme lazaret, puis s'y installèrent les cordeliers, mais l'érosion des berges a toujours été un grave problème et en 1818 le monastère fut alors détruit. On y voit encore la cabana, garage pour abriter les bateaux en cas de tempête, et les vestiges de l'église avec la statue de la Vierge. L'île voit aujourd'hui se poursuivre la protection de ses alentours marins, tandis qu'à l'intérieur, tout n'est désormais plus que ruines. L'ambulance amenant les patients de Burano jusqu'à l'hôpital de Venise. L'île de Notre-Dame de la Colline, jadis emplacement d'un monastère. Transformée ensuite en poudrière et maintenant abandonnée, car trop proche des routes des bateaux dont le sillage provoque la corrosion des rives, comme sur cet îlot tout proche.
Pour faciliter la navigation, les parcours plus profonds sont signalés par des ducs d'Albe ou bricolets, terme italien désignant une structure formée de 3 piliers liés entre eux et enfoncés le long des canaux pour indiquer la voie navigable. Il faut donc rester à l'intérieur des chenaux pour éviter l'enlisement. Les limitations de vitesse sont également indiquées sur ces bricolets et les contrevenants, poursuivis par les vedettes de la police, écopent de lourdes amendes. On approche de Burano, l'île au clocher penché qui se voit de loin, pour aller vers Torcello, notre prochaine étape. Burano est coupé en deux par un grand canal et un antique pont de bois relie les deux moitiés de l'île. C'est ce canal que nous allons traverser. Les îlots de la lagune ont commencé à être habités vers le VIe siècle après Jésus-Christ. Afin de les rehausser et renforcer le sol et de pouvoir creuser des fondations, du sable, des pierres et tous les matériaux utilisables ont été prélevés sur d'autres îlots qui se sont transformés en bancs de sable complètement plats et dénudés au ras de l'eau et qu'on appelle des barénées. Habité dès le XVe siècle par des Vénètes fuyant les Huns, Torcello servira de refuge pendant les siècles suivants aux populations fuyant les Goths, les Lombards puis les Francs. Au 7e siècle, Torcello devient le siège épiscopal officiel et l'évêque d'Altinum y apporte les reliques d'Héliodore. Au Xe siècle, l'île est la plus peuplée de la lagune avec plus de 10 000 habitants, 10 églises et plusieurs couvents, un port maritime et un commerce florissant, des salines, des marais prospères favorisant les échanges avec les autres îles. À partir du XIIe siècle, les canaux s'envasent et la circulation devient difficile. La malaria s'installe et les habitants désertent progressivement les lieux. Au XIVe siècle, l'évêque déménage à Murano et Venise commence à réutiliser en masse les matériaux de construction, pierres taillées et marbre des monuments pour ses propres édifices, jusqu'à la fin du pillage ordonné au XVe siècle. Aujourd'hui, l'île compte 9 habitants permanents, plus les employés s'occupant de l'entretien et de la visite des principaux monuments, la basilique Santa Maria Assunta et l'église Santa Fosca. Un petit musée complète le site. Au premier plan Santa Fosca, et à l'arrière-plan Santa Maria Assunta, la colonne de la Vierge, et le petit musée avec les vestiges des anciennes églises. La cathédrale Santa Maria Assunta date de l'an 639. Une pierre gravée en latin attribue sa construction à Isaac, exarque de Ravenne. Le campanile, qui servait à contrôler la navigation dans la lagune, a perdu son sommet en 1640 lors d'un orage. La galerie ou narthex qui orne la façade rejoint et entoure l'église voisine Santa Fosca. Les fresques de l'extérieur ne sont plus que des traces. L'intérieur a 3 nefs reposant sur des colonnes de marbre grec à chapiteaux. L'iconostase est un chef-d'œuvre représentatif de la fin de l'art byzantin pictural au XVe siècle.
La mosaïque de l'abside centrale représente la Vierge à l'enfant, surmontée au-dessus sur l'arc par la Vierge de l'Annonciation qui donne son nom à la cathédrale. Et à l'opposé, la mosaïque du Jugement dernier en 6 bandes ou registres se lisant de haut en bas. En haut, registres 1, 2 et 3, la mort et la résurrection du Christ. En bas, registres 4, 5 et 6, le Jugement dernier avec l'appel des morts, la séparation des élus et des damnés, puis la récompense, un paradis où pousse le pavot, ou l'enfer avec tous ses instruments de torture. Les bas-reliefs du chœur et le pavement de mosaïque datent du XIe siècle. En suivant la galerie, on arrive à l'église Sainte-Foy ou Santa Fosca, érigée au XIe siècle et qui est en forme de croix grecque. À l'origine, il s'agissait probablement d'un sanctuaire destiné à abriter des restes de martyrs. Cette église octogonale, surmontée d'un dôme reposant sur une base carrée, est un rare exemple de construction présentant des similitudes avec un temple païen. Elle est entourée d'un portique reposant sur des colonnes vénéto-byzantines, la reliant à la basilique Santa Maria Assunta. Cette grande simplicité de forme lui donne un aspect très harmonieux qui se retrouve à l'intérieur. Du côté de l'abside, des arcs faisant partie des murs lui donnent un charme supplémentaire. Et là, dans le petit musée. Et l'on reprend le canal pour se diriger cette fois vers Burano. Le pont de bois qui relie les deux parties de l'île. Burano est un village où tout le monde se connaît et où les touristes sont bienvenus, au contraire de ce qui se passe à Venise. Ici, les gens vivent de la pêche, de l'artisanat local et du tourisme principalement. Les productions locales sont les dentelles, le vin parfumé à la framboise et les petits gâteaux secs colorés au curcuma. Les dentelles à l'aiguille au point de Venise passèrent en France sous le nom de dentelles d'Alençon. Colbert, ministre de Louis XIV, avait fait venir des dentelières de Burano à Alençon pour assurer en France une production de cet art délicat. Ici, on fait les courses, on va se promener en bateau, ce qui est plus facile que de suivre les nombreux quais et canaux qui découpent l'île. La tradition de peindre les maisons date du 7e siècle. Ainsi, les pêcheurs pouvaient apercevoir leur demeure en rentrant de la pêche et mieux se diriger sur la lagune. Ce sont les femmes qui choisissent les couleurs des maisons et des bateaux, chaque couleur étant caractéristique d'une famille. Jusque 15 ans, les enfants peuvent aller en classe sur l'île. Ensuite, ils partent pour Venise ou le continent.
L'unique église, au clocher penché comme la tour de Pise de la lagune, est l'église Saint-Martin. Et l'homme célèbre du pays est le musicien baroque Baldassare Galuppi, dont la statue trône devant l'église à l'entrée de la grande rue du même nom. La rue du Squelette. Et au bout de cette toute petite ruelle, on est tout de suite à la mer. Un classique décor de tuiles d'argile. Les plateformes sur les toits ne sont pas rares. Ce sont des sortes de terrasses à baldaquin où dormir par les chaudes nuits d'été ou à transformer en jardin suspendu. Le Corto Romano Barbaro, toute petite place dans ce monde minuscule. Le musée de la dentelle, qui abrite aussi une école de dentelière perpétuant cet art spécifique. La place Baldassare Galuppi, seul musicien baroque italien né sur cette île. L'église San Martino et les commerces de la Via Galuppi. Le clocher pointu de San Martino est très penché. 1,85 m d'écart en haut des 64 mètres. Il semble vouloir faire mieux que la tour de Pise. L'ange qui le couronnait est tombé en 1867 et a été remplacé par une croix de fer. Les canaux et les quais se succèdent et la promenade est facile. Pas de voiture, pas de bruit. Encore un baldaquin. Après
Après le Corte del Comare, on arrive au bout de l'île et à l'embarcadère. Ici arrivent les poissons avec le retour des bateaux de pêche. Toujours le linge étendu sous les fenêtres. À ce stade, on a déjà traversé l'île de part en part 2 fois. Les nasses aux crevettes et aux homards. Et non, ce ne sont pas des olives. Et non, ça n'est pas un requin. Calle della Providenza, une ancienne halle qui ressemble à une église. Le Corte Bortoloni, le plus coloré de tous, et qui nous ramène à San Martino. Après l'an 1000, l'église paroissiale de Burano devint celle de Saint-Martin, évêque de Tours. Reconstruite plusieurs fois, elle a pris son aspect actuel entre 1500 et 1600. L'église manque d'entrée principale, on entre par une porte latérale de la Renaissance qui amène directement dans un vaste hall donnant sur la chapelle de Santa Barbara. L'intérieur de l'église est en style baroque lombard et forme une croix latine avec 3 nefs se terminant en chapelle. Les piliers néoclassiques finissant en chapiteaux de style corinthien. Le maître-autel, construit en 1673, a la forme d'un grand tabernacle de style baroque avec au sommet la statue en bronze du Christ ressuscité. À ses côtés se trouvent les statues de Sant'Albano et San Martino, 2 œuvres de Girolamo Bonazza. Le pavage est à pierre carrée, rouge et blanche. Les œuvres rares de peintres célèbres foisonnent. Le miracle des femmes ramenant l'urne à la rive de Antonio Zanchi en 1690. École vénitienne du XVIIe, martyr de Saint-Alban. Et de Giovanni Mansueti au XIVe siècle, la fuite en Égypte.
les épousailles de la Vierge, l'adoration des mages, et une icône de Notre-Dame de Kazan égarée là. Sur le terrain de handball ou de football, juste en dessous du clocher dans lequel nous ne pouvons pas aller. Et une dernière petite balade sur la rive avant de reprendre le bateau.